Bonjour à tous, bien ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, on reçoit Fanchon Pradalier-Roy. Bonjour Fanchon. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Alors, on est là pour parler de deux ouvrages que tu viens de publier, enfin en tout cas qui vont servir de toile de fond à notre discussion. L'Almanach astrologique des générations du XXe et du XXIe siècle, que je Oui. présente ici. J'espère que ça brille pas trop. Et voilà, qui est un ouvrage de taille normale, et celui-ci, qui est beaucoup plus gros, et qui s'appelle Astrologie, science de la conscience. Euh, les grands cycles de civilisation, c'est surtout celui-là qui va servir de base à notre discussion. Disons que Donc, c'est le premier, quoi. C'est le premier. Ouais. Enfin, c'est pas le premier ouvrage que j'écris, mais c'est le non, premier. Si tu veux, il y a un ordre quand même entre les deux, oui. c'est ça. Alors, en fait, c'est deux parutions récentes. Il y en a un qui est paru avant l'autre, j'imagine, oui. Oui, enfin, à 3 mois d'intervalle, ils ont été écrits ensemble, hein. D'accord. Donc oui, Fanchon, tu es psychopédagogue, tu es chercheuse en sciences de l'éducation, tu es chercheuse également en astrologie, donc tu es férue d'astrologie. Ça tombe bien parce que moi j'y connais pas grand-chose, donc j'espère apprendre plein de choses j'espère que ça sera pareil pour ceux qui nous écoutent. Et tu as effectivement déjà publié plusieurs ouvrages, notamment dans ce domaine-là. Donc là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on va parler de l'astrologie comme science de la conscience et de justement la façon dont l'astrologie nous éclaire aussi sur notre évolution collective, notre éveil des consciences à la fois individuelles et collectives. Il y a des parallèles, des ponts avec la psychologie jungienne notamment que je connais par contre un petit peu mieux. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. On parle de l'astrologie comme une science des cycles et des symboles. Comment tu la définirais de ton côté? C'est-à-dire l'astrologie est triple, si tu veux. Elle considère une symbolique, ce que Jung appelle des archétypes. Et donc, ça, c'est tout relié à la grande civilisation grecque, en tout cas pour notre astrologie occidentale, au niveau les archétypes et les symboles nous viennent de la mythologie gréco-romaine, en fait. Et donc, ça nous donne un cadre symbolique qui est presque du niveau de l'esprit, si on prend un triangle. Et puis ensuite, il y a l'aspect cyclique, qui est la partie physique proprement dite de l'astrologie, qui est en fait la partie astronomie, puisque les cycles, c'est de l'astronomie pure. On travaille avec des tables qui sont faites par la NASA ou par des astronomes. Donc, la partie astronomie de l'astrologie, c'est les cycles. Puis il y a la partie donc symbole, et au milieu, si tu veux, il y a la partie conscience. Et D'accord. la partie conscience, c'est les humains qui la portent. À l'origine, astronomie, astrologie, c'est une seule et même science, hein. Mais oui, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, et elles se sont séparées au moment, dans les derniers 500 ans, elles se sont séparées avec toute la révolution copernicienne et avec des astrologues comme Kepler, qui était astrologue astronome, et en mettant en place les lois de l'astronomie, si tu veux, en quelque sorte, il a laissé sa partie astrologique de côté, ou du moins la science a laissé de côté sa partie astrologique, et on a retenu que la partie astronomique de cet homme, qui étaient les deux en même temps. Mhm. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il est très difficile de prétendre faire de l'astrologie si on n'a pas quelques notions d'astronomie. Mhm. Mais donc, ça s'est séparé, si tu veux, autant où tu as bien, dans les ouvrages que tu as pu travailler toi-même sur la conscience, c'est au moment où la foi et la science se sont séparées, quoi. Hein, donc, Oui, et là, tu en connais un rayon sur ce domaine, n'est-ce pas? Tu as alors, travaillé là-dessus. on peut Mm. parler de rayons et on parle justement d'un cycle de 500 ans. Tu parles de 500 ans, on est en plein dans la thématique puisque C'est on est ça. actuellement, on est au cœur d'un grand cycle. Tu vas nous expliquer ça. On est au cœur d'un grand cycle de 4000 ans qui est lui-même subdivisé en 8 cycles de 500 ans. Et nous Oui, sommes dans le sixième de ces 8 cycles, hein, qui a démarré donc au fin 19e, début 20e siècle. Tu vas nous donner les dates si tu veux, et qui se oui, termine en 2385, si je ne m'abuse. c'est ça. Ouais. On est en plein dans une période de transition. Ce qui est intéressant avec cette notion de cycle, c'est que tu expliques bien qu'à chaque fois qu'un nouveau cycle débute, il commence par une phase d'opposition avec les accomplissements en quelque sorte du cycle précédent.
Mais c'est-à-dire que si tu veux, le modèle d'étude d'un cycle, c'est un peu comme le cycle de la lunaison. On le voit, depuis que les humains existent, ils ont devant leurs yeux un modèle de cycle qui est le cycle de la lunaison, avec le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, et ça recommence. Et donc, c'est un modèle d'étude de cycle qui est un modèle mathématique, en fait, hein, c'est-à-dire, c'est un jeu de relations entre la Terre, le Soleil et la Lune. Et on fait pareil pour les grands cycles entre Pluton et Neptune. On considère le cycle Pluton-Neptune et la Terre, et ça nous donne un cycle de 500 ans. Et quand on étudie un cycle, on se rend compte que c'est, comme son nom l'indique, c'est cyclique, c'est-à-dire que le temps n'est pas linéaire, mais il évolue de façon circulaire en quelque sorte. Et chaque fois qu'un cycle débute, si tu veux, il porte en lui, il y a toujours un événement source ou des éléments qui nous donnent la source, hein, comme la civilisation grecque, on a la date, on a les sources, c'est pythagoricien, etc. On sait à peu près les sources au niveau historique, mais il y a toujours un événement source, et cet événement source, sur le moment, il n'est pas reconnu. Hein, quand Jésus est arrivé, c'était un grand événement source, il n'a pas été reconnu comme événement source. Au contraire, il a été combattu et il a fallu beaucoup de temps. Alors, donc, chaque fois qu'il y a un événement source, si tu veux, les consciences anciennes s'opposent à ce qu'il soit reconnu comme essentiel et qui remplace le paradigme précédent. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, comme un cycle de lunaison, il y en a 12, 13 par an, ben, chaque fois, il s'agit de faire un certain travail dans la conscience humaine, mais les grands cycles font le même travail, c'est-à-dire que au démarrage, tu sais, c'est l'idée qu'il y a une idée nouvelle, d'abord tout le monde s'y oppose, puis ensuite, quand elle est reconnue, tout le monde l'a créée. Mais les quelques pauvres personnes qui amènent les nouvelles idées, en général, elles finissent très mal, parce qu'évidemment, tout le monde s'oppose à ces événements sources. Et parce que la conscience c'est une lumière tellement crue sur les événements antérieurs que c'est pas visible et pas supportable pour les consciences collectives. Et donc, alors ça, si tu veux, c'est que ce fonctionnement de la psyché que Jung a très bien compris, dont il a pas mal parlé, mais on n'insiste pas assez sur ce point cyclique, sur cette idée. Les psychanalystes le savent. Hein, ils savent qu'on revient sur les mêmes thèmes, mais jamais au même niveau. Alors, c'est une image de... C'est ce que tu dis, toi, la conscience, tu dis qu'elle est horizontale, la conscience peut s'élever. Oui, il y a une notion de spirale, en fait, c'est ça. On fait un cycle, on repasse au-dessus du même point, mais on est à un niveau supérieur. On est à un niveau supérieur. Donc, l'image de la spirale. Voilà, c'est parce que la conscience, si tu veux, qui est horizontale, ben, elle monte avec nous, on évolue en conscience. Et les psychanalystes nous disent bien, tiens, vous revenez sur le même élément, et puis, mais avec une conscience différente. Donc, si tu peux, en revenant sur le même élément, on peut l'éclairer. D'accord. Voilà. Et donc, ce fonctionnement cyclique, il n'y a que l'astrologie qui vraiment y met le doigt dessus. Et c'est extrêmement intéressant pour comprendre dans quelle période on vit, où est-ce qu'on en est au niveau collectif de notre civilisation, au niveau des générations et au niveau des individus. D'accord. Alors, avant ce grand cycle de 4000 ans dans lequel nous avons plongé, donc à peu près en 500 avant notre ère, il y a eu ces grands accomplissements de grands sages que tu cites, bien sûr, Lao Tse, tu parles de Zoroastre, tu parles de Platon. Est-ce qu'on peut dire justement ce qu'ont apporté déjà ces grandes figures, ces grands maîtres? Alors, si tu veux, c'est un grand cycle de 4000 ans, hein, dans cet octogone qui a commencé autour de, exactement, c'est à moins 577. Ça, c'est un grand cycle de 3 planètes, Pluton, Neptune, Uranus, qui n'a lieu que tous les 4000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ces dates-là, effectivement, c'est Pythagore en Occident, c'est Zoroastre en Iran, c'est Lao Tse et Confucius en Chine, c'est Bouddha en Asie. Alors évidemment, c'est quand même, ça montre bien qu'il y a eu à ce moment-là des éclaireurs de conscience qui sont venus comme en événement source. D'où d'ailleurs on voit bien que le bouddhisme a perduré, et pour montrer que c'est tellement important, c'est que ça perdure encore. Et de même qu'on sait avec beaucoup d'historiens et de philosophes que notre civilisation occidentale est complètement portée par
par la civilisation grecque que Pythagore a à laquelle Pythagore a donné une direction en quelque sorte. Mais pour ne prendre que Pythagore, Platon est venu un peu après. Platon est venu 150 ans après, donc si Platon a pu venir, c'est parce qu'il y avait eu Pythagore. Et si Pythagore a pu être là, c'est parce qu'il y avait eu les philosophes de Milet, les physiciens de Milet. Donc, si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est comment, à ce moment-là, il y a eu des grands éclaireurs qui sont venus, qui n'ont pas été tout à fait reconnus sur le moment, mais qui avaient une vision à longue portée et qui ont donné comme une sorte, à travers leurs éclairages, une vision qui nous porte encore et qui va nous porter pendant 4000 ans. Avec déjà une espèce de dualité entre l'Occident et l'Orient quand même, avec deux visions complémentaires mais pas tout à fait semblables. Hein. C'est-à-dire que je pense que cette dualité, c'est la conscience que nous y mettons maintenant, parce que c'est par la dualité qu'on met de la lumière à la conscience. Donc, c'est commode d'opposer Orient-Occident. Mais c'est vrai que voilà, la culture orientale est plus intériorisée, elle est plus dans l'intérieur et la connaissance de soi, tandis que l'Occident est parti à la recherche désespérée à l'extérieur de lui-même de ce que la culture grecque a apporté comme lumière. Et si tu veux, donc d'un côté, ils ont continué en Orient le travail intérieur, avec le bouddhisme par exemple, ou avec le Tao en Chine, tandis qu'en Occident, ben, on a à peu près, tout extériorisé peu à peu. Enfin, je simplifie, hein, mais… Oui, non, mais c'est vrai qu'on a voulu, effectivement, tu le dis bien, hein, dans ton travail, obtenir une connaissance objective du monde. Et on a mis pour ça le sujet de côté, hein, en Occident, depuis la science grecque aussi, bien sûr, qui est héritière de Pythagore, etc.